peut-être vous donner la parole, et j'ai presque envie de dire, on peut peut-être vous demander à vous les étudiants une petite réaction, non? Vous avez un micro exprès. Non, mais c'était pour... je me reprendre la parole, je ne sais pas trop exactement quoi dire. Mais, comment vous avez vécu l'exercice? Comment on a vécu l'exercice? Ouais. Alors déjà, ça s'est passé sur un temps très court, parce qu'on dit une demi-journée, 2 jours, mais finalement c'était une après-midi. En fait, enfin, on a eu un temps de formation par rapport à... Un temps de formation, un temps d'explication en tout cas, par rapport à tout ce qui était IA et tous les problèmes que ça supposait. Et ensuite, on a eu donc une demi-journée où on a été répartis en groupe, on a pu travailler sur ces sujets-là, avec en s'accent, en choisissant des problématiques. Certains ont travaillé sur les collectes de données, d'autres qui ont travaillé sur le rapport IA soignant, IA soigné, quelles étaient les compétences de chacun et comment ça pouvait être réparti. Enfin, et on a pu présenter ça donc, le lendemain matin. C'est vrai que sur un temps court, après on n'a pas énormément pu développer autant qu'on aurait voulu peut-être. Ça a posé aussi d'autres problèmes dans les discussions qu'on n'a peut-être pas abordées ici. Mais c'est vrai qu'en tout cas c'était très enrichissant et ça nous a permis déjà de voir un peu le panel de problématiques que ça posait. Les autres, vous êtes d'accord? Pour le coup, vous dites oui. Merci. Est-ce que dans la salle, il y a d'autres réactions, d'autres questions, alors soit aux étudiants, soit à David, Evelyne ou Stéphane ici? Moi j'avais, bonsoir, Maxime Berthet en master droit numérique. J'avais envie de revenir sur un point que vous avez abordé. Je fais partie du groupe qui a travaillé notamment sur la collecte des données personnelles. Et ce que vous venez de dire au niveau de la législation qui ne développe pas assez vite, puis on fait face à une exfiltration de nos données, je me demandais s'il n'était pas possible, on a déjà un statut pour réguler les données de santé qui ont vraiment un statut protégé, ce qui n'est pas possible, par une abstraction, de dire que le corps est hors commerce et de faire rentrer ces données de santé dans ce cadre-là pour essayer de les extraire du commerce. Oui, vous posez, à mon avis, vous posez une très très bonne question, vous ouvrez un très grand débat, mais qui n'a eu aucune portée opérationnelle. Pour notre sujet là. C'est-à-dire que, pardon d'être un peu brutal, mais vous avez parfaitement raison, il y a la question de l'extra-patrimonialité du corps humain et de ses composants. En fait, c'est un principe qui avait été posé par la loi bioéthique de 1994 qui vaut, je suis complètement d'accord avec vous, qui doit pouvoir valoir sur son prolongement qui est la donnée de santé. Alors, ce qui est amené sur le sujet des données de santé, il y avait un débat avec des acteurs, des philosophes, des éthiciens qui s'écharpent sur le point de savoir est-ce que nous sommes, qui est le propriétaire des données de santé. Et vous avez des grands débats. Vous avez un philosophe libéral qui s'appelle Gaspard Koenig et avec un raisonnement super brillant avec lequel je suis très en phase sur le fond, qui dit finalement c'est nous, les patients, à la fin, les propriétaires des données de santé. Parce que ça, c'est le prolongement de notre corps, ce qui est un peu votre idée. Et il dit, je veux le faire reconnaître, je me battrai pour que ce soit reconnu parce que je veux faire payer à Google mes données de santé. Et donc, du coup, il faut qu'on mette le cadre juridique français qui va faire en sorte que Google va payer nos données de santé. Donc, là où je vous dis que ça n'a aucune, un peu brutalement, que ça n'a aucune porte opérationnelle, c'est que pendant qu'on essaie de mettre en place, si on nous venait l'idée de mettre en place un cadre juridique pour faire payer à Google les données, en fait, pendant ce temps-là, on ne développe pas des algorithmes. Et pendant ce temps-là, nos concitoyens envoient d'eux-mêmes leurs données à Google parce qu'ils sont confrontés à des sujets de problématiques de santé publique individuelle. Donc, on est un peu au point, ouais, moi je suis juriste à la base, le droit trouve sa limite opérationnelle. On a le cadre juridique qu'il faut. Maintenant, le sujet, c'est celui de la régulation positive. Il faut développer les algos dans un cadre RGPD, dans un cadre protecteur des données de santé en France et en Europe. Il faut
arriver à faire en sorte que nos mathématiciens fassent pas leurs études ici, puis après soient achetés à prix d'or pour partir aux États-Unis ou en Chine, c'est ça le sujet. Oui, bonjour. Donc, je suis Aline Jean. Je suis consultante en santé et je suis amenée à faire des études de recherche clinique. Et j'aimerais savoir s'il y a de la régulation au niveau de la recherche clinique, je pense notamment au CPP, au Comité de protection des données, enfin des personnes, pardon. Qu'est-ce qui est prévu sur toutes les innovations IA? Je ne vais pas monopoliser la parole et voilà. C'est pas grave, son nom, c'est quoi? Vous voyez, sur cette question, je vais vous répondre très simplement, il n'y a rien de prévu. Pourquoi? Parce que en fait, on a un des éléments de cœur de la réflexion du comité d'éthique dont Régis Aubry est membre, c'est on a essayé autant que faire se pouvait de créer du droit spécifique. Parce que vous voyez, si c'est un des torts de la régulation de l'IA, c'est d'essayer d'imaginer qu'il faut des instruments particuliers. Et en fait, si vous créez des instruments, ça c'est un truc que vous avez sûrement déjà vu en droit dans d'autres domaines, votre prof. En fait, quand on crée un régime juridique spécifique pour traiter une question particulière, souvent en fait on perd de vue que des mécanismes de protection ou de régulation plus générale s'appliquent également à cet objet particulier. Vous voyez, on a tendance à enfermer le sujet dans un corner, alors que pour l'algorithmique médicale, je pense qu'il faut faire exactement l'inverse. Il y a des CPP, des comités de protection des personnes, il y a des mécanismes de mise sur le marché. La Cour de justice de l'Union européenne, dans une décision de décembre 2017, a rangé des algorithmes médicaux dans la catégorie des dispositifs médicaux. Donc il y a un mécanisme européen de mise sur le marché, d'obtention du marquage CE. Il ne faut pas inventer quelque chose de nouveau. Il faut s'assurer que les mécanismes pratiques qui aboutiront au marquage CE, à l'obtention du statut d'IA pour un algorithme d'IA, soient adaptés. Là, on n'est pas sur du droit, il ne faut pas créer du droit spécifique, il faut aller sur les questions de... Vous avez très bien évoqué, Armand, tu l'as évoqué, et Evelyne a évoqué l'idée d'éthique by design, l'éthique au départ, dans la fabrication de l'algorithme. Ce n'est pas un sujet de droit, c'est un sujet de conception industrielle et de labellisation ou de self-compliance. Si j'ai bien compris, dans une des propositions qui était faite là, tout à l'heure, il y avait aussi l'idée de garantir, c'est peut-être en lien avec le droit fondamental d'accès au dispositif, quelque chose de particulier pour les personnes vulnérables, si j'ai entendu ça comme ça tout à l'heure. Moi j'avais noté attention à la non-discrimination, puisqu'il y a en même temps tout le monde, c'est pas parce qu'on est malade ou en situation de handicap qu'on doit être discriminé d'une façon particulière. Donc il y a toujours une tension entre protéger, sécuriser, favoriser, en même temps pas stigmatiser parce qu'il y aurait à un moment donné un problème de santé ou un handicap quelque part. Donc là encore, le recours au droit commun est très important. Avec peut-être l'intérêt sur ce que je souscris complètement à ça, avec l'idée peut-être de définir, c'est ce sur quoi on travaille là, dans le cadre de Ma Santé 2022, donc il y a un groupe un peu de déclinaison de la garantie humaine. Est-ce qu'il faut définir dans l'information, il y a sans doute lieu de définir la réflexion, il y a sans doute lieu de définir des bonnes pratiques ou des référentiels un peu adaptés dans la délivrance de l'information sur l'IA pour des populations plus vulnérables. Et on n'est pas dans le droit particulier, il faut avoir de l'accompagnement auprès des personnes de confiance, auprès du tuteur, du curateur, quand il y en a besoin dans le champ de la psychiatrie ou dans le champ de la prise en charge des personnes âgées. Et là, on n'est pas sur la création d'un droit spécifique, c'est sur l'adaptation d'un principe général. Et en tout cas, c'est pas une raison pour, me semble-t-il comme ça, mais je ne sais pas ce que ça pourrait recouvrir comme question réelle, c'est-à-dire d'exclure les personnes vulnérables, par exemple, d'un certain nombre d'essais cliniques ou d'essais. Les problèmes de santé, la déficience ou les difficultés ne sont pas des facteurs d'exclusion en tant que tels. Ça, je pense que c'est important. Il n'y a pas de raison que ceux qui sont en difficulté n'aient pas accès à ces nouvelles technologies de la même façon. Il faut les accompagner. Ça, on sait à peu près faire, on peut quand même développer ça.
mais il n'y a pas de raison de dire on les expérimente indépendamment de ces populations particulières. Pour les personnes âgées, c'est vraiment efficace. Après, il faut être un peu créatif pour savoir le faire. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que c'était notre groupe qui avait travaillé sur la question du droit fondamental de l'intelligence artificielle, c'était justement, dans l'idée qu'on s'en était fait, c'était justement un accès pour tous à l'intelligence artificielle et en premier lieu aux personnes dépendantes et aux personnes âgées dépendantes, aux personnes handicapées. C'était pour être aidé, c'est là, permettre d'avoir une autonomie, un retour en tout cas à une indépendance, au moins par rapport aux autres, qui sont plus dépendants des humains, mais ils ont retrouvé en quelque sorte leur autonomie. Et on avait aussi envisagé ça sous la forme d'une évaluation par une IA avant un placement en EHPAD, parce qu'on sait que les EHPAD sont saturés, et que des fois les personnes qui sont placées en EHPAD pourraient finalement peut-être rester chez eux. Donc alors ça c'est une question qui avait fait débat aussi, mais de faire une évaluation préalable avant tout placement en EHPAD par une intelligence artificielle. Ce que vous en pensiez? Donc c'est-à-dire que l'IA puisse évaluer les capacités de la personne. Dans les gestes de tous les jours, qu'elle puisse déterminer s'il est capable quand même d'avoir un minimum d'indépendance et, si tel est le cas, d'être peut-être assisté chez lui à domicile Vous étiez même allé plus loin. Je me souviens de la réception de ce matin, avec ce que disait Florian aussi, c'est que jusqu'ici, l'évaluation de l'autonomie elle est faite par rapport à la grille Agir. C'est une grille qui n'est pas forcément toujours adaptée, qui n'est pas forcément séquencée, et l'hypothèse avait été faite qu'avec, en utilisant un algorithme, on allait avoir une évaluation plus fine et plus ajustée, peut-être que par la grille Agir actuelle. Bon, ça c'est une question, voilà, je pourrais peut-être pas répondre concrètement. Simplement par rapport à la dépendance de la personne, pour évaluer ça, évidemment, il y a aussi son environnement à prendre en compte, la famille, etc. Alors ça peut rentrer dans les critères d'évaluation, comment elle est accompagnée, si c'est le milieu rural, le milieu citadin. Oui, pourquoi pas, en tout cas il pourrait avoir une préévaluation. Dans le secteur du handicap, on est en train de monter des grilles, on appelle ça sur la vie professionnelle, des passeports professionnels, et puis je suis en train de réfléchir sur un passeport numérique. Donc on évalue la personne via tout un tas de grilles, et puis ensuite le système peut nous permettre d'aborder les capacités de la personne. Donc ça c'est des choses qu'on commence à évaluer, et on va utiliser l'IA pour affiner par rapport à des tâches qu'on pourrait leur donner, des missions. On va pouvoir utiliser les données qu'on a capitalisées. Après, par rapport à la personne âgée, ce qui se dessine demain, ça va être les EHPAD vont accueillir les personnes en GIR 1, GIR 2, donc grande dépendance, et les GIR 3 et 4 vont être à domicile. Comme je le disais, le domicile c'est ce qui se dessine, en tout cas ce que nous renvoient les professionnels de EHPAD, etc. Et donc, il va y avoir cette mutation-là qui va arriver. Quel effet? Est-ce que c'est ce qu'un effet d'annonce? Mais en tout cas, pour évaluer, pour prendre un angle différent de ce que vous dites, oui, je pense que pour évaluer les personnes, on va pouvoir s'appuyer dessus. Mais par contre, c'est important de reprendre bien les critères, qui ne soient pas stigmatisants, comme ça a été dit. Enfin voilà, il va falloir être très fin dans la manière d'évaluer la personne. Il y a certainement un champ des possibles, mais je vous dis, il existe déjà des choses par rapport à ça. Sur ce sujet quand même, je pense que, je ne sais pas ce qu'on peut demander à l'intelligence artificielle, mais ça vaut le coup de s'arrêter à ce qu'on lui demande. Si c'est elle qui fait la décision de on va dans une maison de retraite ou pas, c'est juste quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que toutes les personnes, et y compris les employeurs, qui sont des personnes en situation de grande dépendance, seraient toutes en EHPAD, ce qui ne correspond pas du tout à leur projet de vie actuel. Donc il y a vraiment une vraie question à se poser de qu'est-ce qu'on attend de l'intelligence artificielle
et comment elle vient comment elle s'insère dans un processus de décision à un moment donné et qui, in fine, prend la décision. Parce que même la situation légale, ce que je disais tout à l'heure, la préférence des gens, elle peut être complètement différente. Vous avez des gens qui peuvent avoir une faible dépendance, mais qui ont une vie sociale, qui attendent une vie sociale plus riche dans un collectif, et des gens avec une dépendance extrêmement importante qui ne voudront absolument pas de cette vie collective. Donc, c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut pas seulement centrer sur l'intelligence artificielle et sur ce qu'elle amène, mais sur l'ensemble du processus de décision. Je rebondis simplement un instant, parce que peut-être que ça... En fait, la proposition qui a été faite, c'était plutôt, il me semble, que l'intelligence artificielle ne décide pas du placement ou pas. C'est-à-dire qu'on laisse la personne chez elle avec plus d'intelligence artificielle, et cette intelligence artificielle est capable de détecter s'il y a une difficulté, s'il y a une baisse d'autonomie, je crois que c'était quand même plutôt ça votre idée, et s'il y a une baisse d'autonomie, éventuellement de contacter le médecin, le personnel soignant en disant là il y a une baisse d'autonomie. Je crois que c'était ça plutôt l'idée de la proposition qui est faite. Oui, parce que dans l'ensemble des débats qu'ils ont eus, en lien notamment avec la notion de responsabilité, c'est aussi que c'est pas parce qu'il y a une forme de responsabilité qui va reposer peut-être plus à certains moments sur le concepteur ou sur le prestataire, que ça va pour autant déresponsabiliser le professionnel, surtout dans les choix qui doivent être profondément les choix. Et ça s'est vu aussi dans les réflexions sur le partage de compétences ou dans le comment on tranche en fait, c'était un fil directeur, vraiment sur cette notion de responsabilité, de ne pas déresponsabiliser le professionnel quand bien même il y a une partie des tâches qui ne sont plus affectées ou qui redéfinissent son corps de métier à partir des performances liées à des bénéfices du service de l'État. Monsieur Théron, j'ajouterais le professionnel et la personne concernée. Si vous me permettez un petit mot sur un plan de réflexion un peu différent et en sortant un petit peu de mon rôle. En fait, vous voyez, vous avez mis le doigt sur un truc qui là peut être sans doute en tout cas qui pour moi est une percée conceptuelle fondamentale. Vous avez dit dans votre étiqueton que la décision éthique doit relever d'une prérogative humaine. Là aussi, je vous parle un peu directement. Je ne suis pas convaincu de l'opérationnalité de la recommandation dans le domaine de la santé. Par contre, je pense que vous avez touché du doigt quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui n'en était pas vu jusqu'ici. Pourquoi c'est pas opérationnel? Parce que dans un process de décision médicale, l'éthique, elle se présuppose pas. Alors je m'excuse pour Armand, je ne suis pas philosophe ou éthicien. Pour moi, peut-être que les collègues le partageront ou pas, dans ma vie de directeur d'hôpital ou de décideur public, quand j'ai eu le sentiment d'être confronté à des choix éthiques, c'est en gros quand j'avais mal au bigot, quand c'était tribal, quand je me retrouvais face à une situation où il y avait une polarité entre deux exigences, voyez, de valeurs un petit peu contraires, et je ne savais pas bien ce qu'il fallait faire, mais je savais que il y avait en cause des intérêts supérieurs. Ça me touchait dans mon humanité assez tripalement. Je ne sais pas comment mieux le dire. Et en fait, vous voyez, j'ai un peu touché aux politiques publiques à la fois nationalement et à un petit niveau local. Et je me disais que là, vous avez dans la percée byzantine de ce soir, il y a un truc peut-être à réfléchir entre la démocratie sanitaire, la démocratie en santé et la démocratie politique plus générale. Au sens où, alors là c'est encore une fois je sors de mon rôle et je m'exprime à titre complètement personnel, j'ai le sentiment qu'on a une démocratie politique qui est de plus en plus mise sous algorithme, qui en fait est de plus en plus une affaire de machines. Il y a des machines, il y a des algorithmes pour savoir ce qu'on pense, c'est des sondages d'opinion. Et il y en a de plus en plus souvent qu'on finit par se demander s'il y a bien un humain qui répond à un moment donné aux questions qu'on pose ou s'il se met à tourner tout seul avec des modèles qui s'extrapolent de plus en plus. Donc il y a des algorithmes en amont, il y a des algorithmes au moment du vote, vous voyez, on fait du vote électronique. J'ai même vu cette semaine avec le gouvernement annoncer qu'il y avait une IA qui allait faire du traitement massif de données sur les réseaux sociaux pour traquer les mauvais comportements fiscaux. Donc vous voyez, on a une vie publique qui est de plus en plus algorithmisée et on a peut-être même des comportements ou des actions de nos décideurs publics, et je m'inclus dedans, qui
répondent de plus en plus à des stimulus algorithmiques. On se comporte comme on peut l'anticiper, on nous conseille de nous comporter comme il faudrait que l'algorithme nous a dit qu'il fallait qu'on se comporte. Et donc, vous voyez, à l'extrême du raisonnement, il y a une dérive du process qui est que finalement tout ça peut très bien se réduire à des algorithmes qui se parlent entre eux et où l'interaction humaine là-dedans devient subséquente, voire il y a un moment où s'il n'y a pas de garantie humaine du processus de démocratie politique au sens plus large, notre présence comme acteur du dispositif devient finalement subsidiaire. Alors que dans l'éthique, et vous avez senti ça ce soir, mais l'idée m'était jamais venue, le questionnement éthique, fondamentalement, il ne peut pas se mettre sous algorithme. Vous voyez, c'est tribal, c'est le truc qui nous dérange dans notre humanité, dans ce qu'on pense profondément. Et il n'y a pas encore d'algorithme qui dit quand est-ce qu'il y a un problème éthique. Et il n'y a pas, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, parce que ça dépend finalement de ce qu'on ressent nous dans nos vibrations très individuelles, très personnelles. Et comme on ne peut pas le codifier en amont, on ne peut pas le codifier pendant, on ne peut pas le codifier en aval. Donc je me dis, il y a peut-être un truc là, tu vois, dans ce qui émerge ce soir, de dire qu'il y a la démocratie sanitaire, elle est éthique, elle est plus résistante peut-être à la mise sous algorithme que la démocratie générale. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser de l'ordre de la réflexion décisionnelle. Ça vous fait réagir? Oui, génial. Oui, je pense que notre réflexion à ce point-là est vraiment très important. Si on se remet quelques décennies en arrière, la démocratie sanitaire, elle s'est empoignée avec la démocratie politique. Et la démocratie politique a perdu. La démocratie sanitaire a fait jouer des technicités, des connaissances, des exigences, etc. Si on prend des exemples simples, ici en Franche-Comté, puisque vous avez cité la Franche-Comté, quand avant les ARS, les ARH se sont mis en place, théoriquement, il devait y avoir un représentant politique par département, et ici, sous couvert, enfin, avec la complicité à la fois du CHU et de l'ARH, puis de l'ARS, il n'y a plus eu de représentants des départements, c'est-à-dire des représentants politiques, qui, eux, disaient « nous sommes la démocratie politique, et vous nous avez viré de la démocratie sanitaire ». C'était un débat extrêmement important qui s'est joué avec des éléments où, d'une certaine façon, la démocratie sanitaire a fait jouer un niveau de technicité et de compétence que le politique n'avait pas pour aider les populations, pour gérer, parce que le politique avait beau dire mais c'est moi qui ai la légitimité globalement de la gestion de la population. On a vu les DAS, qui étaient les représentants politiques dans les départements, être mangés par les ARS. Petit à petit, il y a eu une prise extrêmement forte du sanitaire sur l'ensemble du système. Si on fait le lien avec l'éthique, aujourd'hui, pour moi, l'éthique est le lieu qui permet de reposer des questions au sanitaire, à la santé. C'est-à-dire c'est un lieu qui formule justement à partir des éléments que vous avez dit à l'instant de votre intervention, c'est-à-dire comment on peut réinterroger les certitudes de la démocratie sanitaire, ben c'est l'éthique qui peut le faire. Parce qu'elle ramène justement des choses qui ne sont pas tout calées, des dispositifs complexes, elle ramène de la transversalité, comme ça a été dit, de la pluridisciplinarité, de la transversalité, etc. dans les réflexions. Et je pense qu'on a aujourd'hui une question, on a un retour du refoulé, dirait Leipzig, puisque on a comment l'individu peut s'en sortir. Il va réinvestir dans l'éthique. Quand vous regardez dans les associations, dans les groupes, dans les constitutions de comités d'éthique,
vous retrouvez un certain nombre de gens qui sont des gens qui avaient une liberté de parole il y a un temps, et puis qui l'ont plus eu, parce qu'ils s'étaient dominés par les algorithmes, les prises de décision toutes préétablies. C'est-à-dire la liberté de penser et d'essayer de comprendre avec les autres qui arrivaient, elle est un petit peu confisquée par... alors elle est complètement confisquée par l'IA, mais elle est un peu confisquée globalement par... voilà, je vous redonne la parole parce que... Non, c'est... voyons ton prochain doigt, tout du doigt un truc majeur, là, vous sentez bien, avec peut-être une définition de l'éthique qui émerge, qui serait de dire finalement le questionnement éthique, c'est le dernier qui est résistant à la mise sous agorée. Je signe. Et c'est de... Voilà. Je vous propose même je suis complètement, et je propose même qu'on termine parce que, en plus ça tombe très bien parce qu'on est dehors à 20h30. Mais le fait que le questionnement-éthique est le dernier résistant à la mise sous l'algorithme, je trouve que c'est une belle conclusion pour cette soirée. Avant que tout le monde s'échappe, parce que je vois déjà qu'il y en a avant tout, je voudrais quand même remercier beaucoup et féliciter l'ensemble des étudiants qui sont là ce soir mais qui ont participé. Je voudrais remercier aussi, elle n'est pas là ce soir non plus, mais Catherine Thierry, qui est la doyenne de l'UFR, qui a permis que ce projet soit possible, Oriane Vergara et Hélène Bouillou qui m'ont accompagné sur toute la durée de ce projet pendant 2 jours. Ça a été intense, mais c'était un plaisir. Je remercie également Yves Poulain, qui nous a quand même été très précieux dans l'organisation du projet sur 2 jours également. Il faut me dire quand même qu'il nous a donné le nom aussi, Éthicathon. C'est venu comme ça dès les premières réunions. Et c'est vrai que la formulation est bien trouvée. Merci beaucoup. Et puis, je vous remercie, pas non plus, mais les gens qui ont permis à vous, étudiants, d'avancer un peu plus et de vous approprier ces enjeux de façon aussi rapide. Et puis, à vous d'être venus ce soir pour pouvoir en discuter. On espère qu'on aura l'occasion de prolonger ça. Les propositions qui ont été discutées, on n'a pas eu le temps complètement de les remettre complètement en forme, et puis d'ajouter les éléments de discussion ce matin, mais on va faire un retour livrable, écrit, qu'on pourra vous diffuser. On pourra diffuser sans aucun problème. Et on vous tiendra informé. En tous les cas, bonne soirée et à très bientôt. Merci à nos intervenants.